Bien, on va continuer aujourd'hui cette partie du cycle des leçons du mardi avec, qui était plutôt dédiée aux questions d'espace public et aux questions d'autres manières de faire la ville. Donc je crois que la semaine dernière, je n'ai pas pu être là, vous avez les promoteurs formidables du GR 2013 à Marseille qui essaient de faire la même chose. Tu les connais, François? Non. Je te raconterai. Ouais. Et donc qui ont fabriqué tout l'itinéraire en négociant avec le privé, avec le public, de faire un grand avec Paris dans toute la métropole métropolitaine. C'est un projet tout à fait intéressant. Ils essaient de faire ça autour du Grand Paris. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François de la Rosière, qui est directeur de la compagnie La Machine, qui est connu évidemment pour le projet emblématique des machines de Nantes, où il est installé prioritairement. Mais il va vous raconter qu'il fait énormément de choses dans le monde entier avec une conception de l'espace public et de l'accompagnement des projets urbains extrêmement lucide et organisé. Et spectaculaire, bien entendu. Voilà, François, je te laisse la parole pour une heure. Bonjour, donc je suis enchanté d'être parmi vous. Je vais commencer mon intervention par vous présenter le travail de la compagnie, qui on est, dans quel sens on travaille, pourquoi on utilise ces matériaux, un peu toutes ces problématiques-là. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de spectacle et je vais vous parler un petit peu de projet urbain, puisque notre histoire nous a emmenés à jouer sur les deux sujets. Je commence par un petit clip de 5 minutes qui montre l'activité spectacle, entre autres, de la compagnie. Prête à ouvrir.
Donc mon intervention s'appelle Vie en mouvement, mais ça pourrait s'appeler aussi Ville et mouvement. Alors la compagnie La Machine, c'est 2 ateliers pour l'instant. Un atelier à Nantes et un à Tournefeuille, près de Toulouse. Dans ces 2 ateliers travaillent une 50aine de personnes, à peu près en équivalent temps plein. Et nous avons un atelier à Nantes qui est en plein cœur de la cité, au cœur de la ville. Alors au cœur de la préoccupation de la compagnie La Machine est la question du mouvement. On développe un travail autour du théâtre, d'abord au théâtre de rue, toujours dans l'espace public. Ce travail de théâtre de rue a émargé nécessairement sur l'architecture, mais aussi sur l'accompagnement de projets urbains. Parce que, force depuis une trentaine d'années de créer des grands spectacles dans les villes, on a appris à observer la ville, à la sentir, à la comprendre. Et on est devenu un petit peu des experts dans l'analyse du mouvement de la ville, en fait, et de son rythme. Et donc, on est emmené maintenant à se promener dans les territoires pour proposer des projets qui vont accompagner le développement du territoire. Alors, pourquoi le mouvement nous intéresse ? Parce que le mouvement, en fait, c'est l'expression de la vie. Je pense que la ville est un espèce de magma en mouvement permanent. Là où il y avait un métro, une autoroute passe, ensuite un métro revient, et un fleuve est comblé, laisse place à une place, puis on réouvre pour que l'eau revienne. Et si on observe les villes, elles sont en mutation permanente. Le mouvement m'intéresse parce que c'est effectivement l'expression de la vie. Et je me suis rendu compte, étant étudiant aux Beaux-Arts, qu'on pouvait, à partir d'un assemblage inerte en fait, de matériaux, par le mouvement, fabriquer, créer de l'émotion. Je prends un exemple assez rapide. On était à l'école d'art de Marseille en train de construire une machine. J'avais démonté d'une 4L un moteur d'essuie-glace et sa tringlerie. On l'a connecté à une batterie. On était en train de réfléchir à la machine. Et lorsque l'un d'entre nous a allumé l'interrupteur, le moteur s'est mis à bouger comme ça, vitesse lente, et à se déplacer tranquillement sur la table. C'était impressionnant. On avait l'impression qu'il s'était mis en vie, qu'il nous faisait une petite danse comme ça devant nous. Et lorsque le même constructeur a passé à la vitesse rapide, vous savez, celle où quand il y a beaucoup de pluie, elle est devenue violente, agressive. Elle a mis les tasses de café, les stylos et les dossiers au sol. Donc je me suis rendu compte que la machine pouvait devenir douce ou agressive. Et effectivement, le mouvement, suivant l'ampleur d'un mouvement, suivant sa fréquence, le mouvement fabrique de l'émotion. D'où cette idée de fabriquer des machines qui vont être des machines théâtrales, des machines vecteurs d'émotion. Alors j'ai voulu un peu montrer en 2003 dans une grande expo qui s'appelait le grand répertoire machines de spectacle, ce qu'a apporté en fait le théâtre de rue à l'objet de théâtre. Et on a récupéré dans les vieux hangars de 15 compagnies européennes des objets fabriqués par 35 constructeurs qui ne servaient plus, et qu'on a sortis des hangars et on les a montrés en tant que sculptures dans une grande exposition qui s'appelait le Grand Répertoire. Et ces machines étaient mises en mouvement par des véritables machinistes qui en racontaient l'histoire. Alors on construit des machines, ces machines puisent leur inspiration dans le vivant en fait, et dans la nature. Je pars du principe que rien de ce que l'homme ne saura jamais construire ne sera du niveau du vivant. Donc le vivant, on peut s'en inspirer, mais on ne peut pas le copier ou chercher à l'imiter. Donc là, je vais vous parler d'un exemple assez intéressant, qui est cette girafe que j'ai dû dessiner pour une compagnie qui s'appelle Royal de Luxe. À l'époque, je travaillais avec eux. Et qui est une girafe qui a été dessinée pour l'an 2000. Et elle devait donc bouger les oreilles, fermer les paupières, bouger les yeux, respirer, sortir la langue, éternuer, déféquer, uriner, bouger la queue, se coucher, se lever, courir au galop, marcher, voilà. C'était le cahier des charges. Et pour pouvoir dessiner cette girafe, j'ai dû observer la vraie girafe, son comportement biologique, son architecture. Et j'ai cherché des planches qui décryptaient le mouvement de la marche, et j'en ai pas trouvé. Muybridge n'a pas fait de photos des girafes. Donc je suis allé dans un zoo et en utilisant j'ai filmé des girafes au galop, et en utilisant le bouton pause et un calque, j'ai frame par frame
décrypter les amplitudes du mouvement et donc créer cet élément, le synoptique de la marche, qui nous a permis ensuite d'étudier réellement les appuis au sol, l'ampleur des mouvements pour fabriquer notre machine girafe. Et donc on a construit cette girafe. Et lorsqu'elle était construite, je repotassais un bouquin qui parlait des girafes dans la nature, et je me suis rendu compte d'un fait assez étrange. La girafe que nous avions fabriquée était étrangement similaire à la girafe naturelle dans sa biologie mécanique. C'est-à-dire que la girafe, pour aller manger dans les hautes feuilles d'un arbre, a un cœur très puissant avec une particularité physiologique. Elle a à côté du cœur un réservoir de sang dans lequel le cœur peut puiser assez de sang pour emmener le sang 3 mètres plus haut jusqu'au cerveau et irriguer les parties vitales qui lui permettent de se déplacer et d'agir. Sauf que quand la girafe va boire dans un trou d'eau en écartant les jambes, elle passe de 6 mètres à 0, on va dire. Et donc, normalement, la pression artérielle qui est très puissante ferait en sorte que le cerveau de la girafe exploserait sous la pression du sang si la girafe n'était pas équipée d'une petite valve qui régule en fait la pression artérielle et qui, à l'entrée du cerveau, fait en sorte que ce soit la bonne pression qui arrive jusqu'au cerveau. Notamment, donc, on a le cœur, ce qui est le moteur, et cette espèce de réservoir. Et notre girafe est faite un peu de la même manière. On a un moteur qu'on va considérer comme être le cœur, et ce moteur va puiser, va faire tourner une pompe hydraulique qui va puiser dans un gros réservoir de 4000 litres d'huile hydraulique, et la pompe hydraulique va envoyer à 300 bars dans toute la machine une pression assez forte pour que l'ensemble des fonctions puissent marcher. Or, si la girafe mécanique, cette fois-ci, va manger dans les branches de platane en plein centre-ville, ça va nécessiter, en fait, pour faire ce mouvement léger et délicat, ouvrir la bouche et bouger un peu la tête, 40 bars de pression. Mais on a 300 bars qui arrivent. Et effectivement, si on laisse 300 bars arriver, on explose les vérins, la mécanique, et on casse la girafe. Heureusement, le distributeur du manipulateur, qui va agir pour faire passer l'huile, va agir sur la pression, va laisser passer que 40 bars, et l'excédent de 260 bars va être renvoyé vers ce grand réservoir, exactement comme la girafe le fait dans la nature. Donc en voulant s'approcher de la grâce de la girafe, de l'amplitude de ses mouvements, en observant la nature, finalement, on a fabriqué une biologie mécanique très proche de la girafe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas cherché à faire en sorte que notre girafe ressemble à une vraie girafe. Ce que feraient ce que j'appelle les mauvais décorateurs, en prenant un bloc de polystyrène ou de styrodure et puis en créant une forme sans architecture intérieure et en essayant de s'approcher du poil de la girafe pour créer une espèce de nounours qui finalement, pour celui qui va regarder, c'est moins bien qu'une girafe. Ça lui ressemble, mais quand même dans la nature, la girafe est bien mieux. Nos machines, en fait, sont apprivoisées par le visiteur qui découvre, en fait, un nouveau langage, en fait. Un langage biologico-mécanique qui est à la fois une girafe, mais à la fois une machine. Et c'est ce qui fait que nos machines supportent le regard. Je vous parle un petit peu du dessin. Nos projets partent toujours du dessin. C'est des dessins que je fais la plupart du temps. Et quand je fais un dessin, c'est une écriture en soi. Le dessin est ce qu'il est. Et c'est pas du tout, je ne cherche pas à faire en sorte que la machine que va fabriquer l'équipe ressemble exactement au dessin. Ça m'intéresse peu. C'est avant tout une histoire collective et d'interprétation. Le dessin, ça va être la première pierre en fait, qu'on va poser, qui va être le socle de l'édifice. Et ensuite, un peu comme des musiciens, toute l'équipe de constructeurs va se servir d'on va dire cette ligne de basse pour, avec leurs instruments, leur savoir-faire, leurs connaissances, leur sensibilité, analyser, comprendre, interpréter et enrichir de leur savoir-faire ce projet, cette aventure. À tel point que j'en suis arrivé au point où le résultat, pour moi, n'est pas vraiment important ou n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le processus. Je me suis rendu compte que si le processus est bon, le résultat est bon. Si le processus n'est pas bien, il sera beaucoup plus difficile d'obtenir le résultat. Nos machines sont parfois des machines de spectacle, mais peuvent être aussi des machines de ville. Ici, à Reims, cette araignée est en train d'inaugurer le tramway de Reims qui vient de traverser le centre-ville pour la première fois dans un grand spectacle qui va durer un week-end. Et ici, cette araignée en répétition va bientôt apparaître
sur un immeuble, accroché à un immeuble près de la gare centrale de Liverpool, alors que Liverpool, capitale culturelle européenne en 2009, n'est au courant de rien, rien n'a fuité dans la presse. Et un matin, les habitants de Liverpool vont se réveiller avec une araignée géante accrochée sur le bâtiment, qu'on va venir réveiller, puisqu'on est des chercheurs, des scientifiques, et emmener à la base de chercheurs et réveiller avec la musique. Et elle va se promener pendant 4 jours dans la ville. Et en se promenant pendant 4 jours dans la ville, elle va révéler ce qui est devenu Liverpool, comment Liverpool a mué, en fait, avant de devenir capitale européenne. Et un regard et un focus mondial va se poser sur Liverpool à ce moment-là, avec ce grand spectacle. Je vais vous montrer un petit film qui montre ce spectacle. Vous allez voir cette araignée. Et je vous demande d'observer comment ces machines, en traversant la ville, nous font porter un regard différent sur la ville et font de la ville un grand décor de théâtre, en fait. On lève les yeux et un musée, une façade d'immeuble devient en fait le décor d'un grand théâtre à l'échelle d'une ville. Et vous comprendrez pourquoi c'est très important pour moi. C'est un peu sombre au début. Là, on est sur une machine de spectacle qui va faire son apparition dans la ville, un peu comme une surprise, comme un fait divers. Et ensuite, au bout de 4 jours, qui va disparaître. Et juste laisser un souvenir dans l'esprit des habitants. Alors, cette image, à l'époque, a fait vraiment le tour du monde, en Russie, au Mexique. On a parlé de Liverpool envahi par des araignées géantes. Il n'était même plus question de spectacle. On a même des personnes sensibles et arachnophobes, des clubs d'arachnophobes à Liverpool, qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, pas aller travailler, et des psychiatres et des psychanalystes ont répondu dans le journal en disant ne craignez rien, vous pouvez sortir, bien au contraire. C'est tout un dispositif d'effet, de son, de feu, de fumée, de vent qui bloque une rue pour que l'araignée tourne et ces chercheurs dirigent l'araignée dans la ville pendant 4 jours. Alors on ne sait pas si elle est contente ou si elle a peur. Là, on voit bien la ville qui devient une espèce de décor incroyable. Et je crois qu'on est le samedi. Et là, on endort cette araignée parce qu'elle ne peut pas rester trop longtemps éveillée grâce à un lustre à neige qui crée une sorte d'hibernation fulgurante. Et là, elle s'endort et on vient à la rivière avec des ventilateurs ou des flammes. Et là, on fait un communiqué de presse tous les matins. Le porte-parole des chercheurs explique quelle va être l'expérience de la journée et où va se diriger l'araignée au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc il faut acheter le journal pour savoir ce qui va se passer dans la journée. Et là, un nuage, il a neigé toute la nuit sur l'araignée, donc on vient réveiller sous la neige à Liverpool cette araignée et on va lui ouvrir les rues piétonnes. Alors là, on est le 4e jour, il est temps pour l'araignée de rentrer chez elle. Elle a déjà quand même bien perturbé la ville pendant 4 jours et on lui tend une sorte de grand piège avec tous les effets. Et c'est à l'entrée d'un des 3 tunnels en fait, qui permet de traverser la rivière puisqu'il n'y a pas de pont aérien à Liverpool, la Mersey. Et on a là fermé une bretelle autoroutière pendant 3 jours et rasé le rond-point qui était devant. Et là, se réunissent plusieurs dizaines ou même centaines de milliers de personnes pour le dernier hommage devant ce tunnel.
Et l'araignée, après avoir été un petit peu malmenée par... Là, il y a ces 35 000 litres d'eau qui se déversent en 3 minutes sur l'arachné, va disparaître dans ce tunnel, dans un nuage de fumée. Et c'est la fin du spectacle. À savoir que dans l'esprit des habitants de Liverpool, finalement, l'araignée disparaît sous terre et elle vit peut-être là, quoi. Donc, en fait, c'était sa première sortie, sa naissance. C'était la ville de Liverpool et depuis, elle se construit une vraie histoire. Et quand elle va dans une autre ville, comme à Yokohama, c'est l'araignée de Liverpool et l'histoire se construit au fur et à mesure. Bon, 7 mois plus tard, on découvre la même araignée flottante dans le port de Yokohama et un deuxième spécimen, mais bon, je vais passer sur ce film, il y a plein d'autres images. Donc là, on est sur de la machine de spectacle, vous comprendrez ce que j'appelle une machine de ville. C'est un nouveau concept. Et l'expédition végétale, c'est un petit spectacle qui dure aussi 3-4 jours. Un équipage, alors elle met en scène une serre volante, l'aéroflorale 2, qui a 4 pattes, une serre végétale, un aérostat avec 5 ballons et des hélices. Et elle atterrit en plein centre-ville, dans la nuit, de façon secrète, non annoncée, le lieu n'est pas annoncé, avec son équipage, 11 âmes, des chercheurs en tenue d'hélicoptère, scientifiques, et elle arrive chargée de végétaux. Ces chercheurs ont réussi à mettre au point une technique qui consiste à stocker l'énergie électrique qui circule naturellement dans les plantes, à charger des batteries, ce qui rend l'objet complètement autonome en énergie. C'est-à-dire qu'elle peut voler pendant 8 à 10 mois sans se poser, et à tel point que ces chercheurs cultivent aussi un potager bio mobile et s'alimentent. Donc on est en cycle fermé, et la machine est complètement autonome. Ces chercheurs installent leur laboratoire au sol avec un tas de machines à caresser les plantes, à régénérer les plantes, alambics, et mènent des expériences au sol. Donc le public vient, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on est dans la rue, on a atterri cette nuit à 2h du matin. Ah non, c'est une expédition, c'est pas possible. Oui, nous on atterrit parce que ça vole comme ça. Ah bon? Mais vous venez d'où? Et à ce moment-là, le théâtre se joue. La question de la personne va créer l'improvisation, va faire le comédien face à la question, et on est présent de 8h du matin à 10h du soir. Bon, on parle un petit peu dans le film, donc je vous laisse regarder ce film de 3 minutes. Ça, c'est le réveil des plantes le matin pour créer une ambiance sonore que les plantes aiment bien. Notre phytomusicologue. Donc tout le monde est là. C'est la réunion hebdomadaire. Hein. Ce matin, l'atterrissage, comme vous le savez, s'est fait à 3h48. Et la journée d'aujourd'hui est destinée à l'installation du campement. Tout d'abord, je vais quand même faire une présentation de notre équipe. Hein. On est une équipe de chercheurs et de scientifiques de toute nationalité. Le principe physique qu'on a découvert, c'est du phytovoltaïsme. Alors qu'est-ce que c'est que le phytovoltaïsme? Le soleil, il éclaire les plantes. Il y a une réaction chimique qui se fait dans les plantes et elles créent de l'énergie, elles prennent de l'énergie dans le sol, de l'eau, des aliments, et après elles poussent. D'accord? Nous, on récupère une partie de cette énergie pour en faire de l'électricité. Tu peux me faire passer le téléphone portable? On a un problème avec une plante là. Faut du massage sonique. Allô? Ton mari préconise un massage sonique. Bon, c'est bon? C'est bon. On la perd, commandant, on la perd. Elle est perdue là. Pour moi, elle est perdue. Donc on l'enterre parce qu'on l'a perdue. Alors c'est grave pour nous puisqu'elle nous produisent l'énergie qui nous permet de nous déplacer. Et c'est assez drôle parce qu'au bout de 4 jours, finalement, les passants viennent et reviennent et finissent par raconter l'histoire aux autres. Et on n'a même plus besoin de faire le théâtre parce que ça se passe entre eux. Et à la recherche de nouvelles plantes. On a un cuisinier de bord. Un musicologue qui peut vous indiquer qu'est-ce qu'il vaut mieux produire comme son pour qu'une plante s'épanouisse. Je sais pas quelle heure il est. Bon. On va peut-être tenter de démarrer. Là, il faut que j'appelle l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais s'ils nous autorisent à décoller, on charge avec des crochets tous les bacs qu'on emmène avec nous. Et qu'on redépose là où, un peu comme un escargot avec sa maison, on va dire.
C'est compliqué dans un spectacle comme ça, c'est de tenir le rythme en fait sur 4 jours de présence complète. Donc on a 2 équipes qui se relaient pour pouvoir avoir un vrai rythme de spectacle sur la durée. C'était le plus compliqué. Je vais vous parler un petit peu maintenant de nos projets urbains. Là, on était vraiment sur la question de la machine de spectacle. Et notamment, je vais vous en parler, prenant l'exemple de La Roche-sur-Yon, qui est un des exemples, mais il y en aura d'autres. La Roche-sur-Yon, petite ville de 60 000 habitants, créée par Napoléon, en fait, il y a 200 ans environ. Donc une ville nouvelle, on va dire, et une ville qui, 2 ans après la campagne d'Égypte, incarne en fait la République, puisqu'on a une préfecture, une poste, etc. Sauf le problème, la ville n'a jamais réussi à prendre, à se développer, végète, le centre-ville se vide, le magasin meurt, l'immobilier baisse, et la ville n'arrive pas à se développer et évoluer. Pourquoi ? 3 grands centres commerciaux à l'entrée des 3 pénétrantes autoroutes préemptent une population rurale qui vit beaucoup en extérieur et qui s'arrête dans ces centres commerciaux pour consommer de la culture, puisqu'il y a des cinémas, et acheter, et ne rentre pas dans la ville. Et la ville n'étant pas de facture extraordinaire, elle n'est pas assez forte pour attirer les visiteurs à l'intérieur. Sachant qu'on a à côté les plages de Vendée avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent tous les étés. Alors, Alexandre Chemetov, qui gagne le concours, m'invite à participer à l'aventure de la transformation de la place Napoléon, place d'Armes, située au cœur de la cité, 300 mètres par 200 mètres de large. Et il propose d'y faire un jardin dans la ville et me dit « François, il y a peut-être quelque chose à faire, je te mets en option ». À ce moment-là, je rencontre le maire, il gagne le concours, et je propose au maire de raconter une histoire aux Lyonnais. Et on fait courir le bruit en lâchant dans les journaux. On fait courir le bruit dans un article. Je vais gagner un peu de temps là. On fait courir le bruit qu'un prospectus, un vieux manuscrit a été retrouvé dans les vieilles collections d'un taxidermiste de l'époque. On a trouvé un vieux manuscrit qui stipule que les savants de la campagne d'Égypte ont été invités par Napoléon à venir s'installer à La Roche-sur-Yon et on les aurait vus avec un bestiaire mécanique sur place Napoléon à l'édification de la ville, mais on a perdu trace. Et on va profiter du chantier de la transformation pour redécouvrir ces animaux. Et à ce moment-là, donc on dit rien de plus et on invite les Lyonnais à venir assister au premier coup de pelleteuse. Alors, je vous laisse découvrir, comme les Lyonnais, cette petite aventure. Le film dure 5 minutes. Et ils n'en savent pas plus. On les assoit sur la plage et les ouvriers, plus une famille de pelleteuses, débarquent. Les pelleteuses montrent un peu ce qu'elles savent faire, elles friment. Normal pour une pelleteuse. Et on a le papa qui a la grosse pelleteuse de démolition, la maman qui est la plus mobile, et puis les 3 frangins et la toute petite dernière. On a vraiment la palette des pelleteuses qui existent sur le commerce. Il y a plus gros. Et à l'issue de cette petite mise en bouche, tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort et la plus petite va réveiller la maman qui, elle, va réveiller les 3 frangins pour se mettre au travail. Alors dans le public, il y a des détracteurs du projet et des gens qui sont pour. Les Lyonnais aiment bien donner leur avis. Alors, la place est un symbole, hein. Les Lyonnais ils sont très attachés. Et on va se mettre à creuser et finalement défoncer le centre-ville sous leurs yeux, en musique. Et la manque de chance, on arrache une canalisation, un câble électrique et une canalisation, et la ville est plongée dans le noir. Toutes les rues, la place.
Donc là, les détracteurs sont contents. Heureusement, on a des virages de secours, ça tombe bien. Et toutes les pelleteuses se mettent à creuser à l'endroit de l'explosion. Incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette pièce doit faire au moins 10 mètres de long. Regarde ce que j'ai dans la main. Ce sable. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est du limon du Nil. Tu sais ce qu'il faut faire. Faire appel aux 2E2A. À toi. On y va. Alors les 2E2A sont l'équipe d'extraction archéologique aérienne, ce sont des spécialistes et heureusement ils étaient prêts avec une grue. Et donc ils vont faire leur entrée sur scène. Effectivement, on extrait du sol cette caisse qui fait 9 mètres de long par 3 mètres de large. On élève à 10-15 mètres de haut et on va ouvrir sous les yeux du public. Ok, préparation de l'ouverture du coffrage périphérique. À toi. Et nous découvrons à notre grande stupéfaction le crocodile du Nil, probablement emmené à La Roche-sur-Yon par les savants de la campagne d'Égypte. Les côtés de la caisse deviennent le socle en fait, hein, et on descend le crocodile qu'on va poser sur la place comme une relique archéologique et on va ouvrir la rubalise qui bloque le public et le public va venir pouvoir s'approcher de l'objet et le toucher. Et alors que le public commence à partir, une pelleteuse continue à creuser et au bout de la place, on sort une deuxième caisse alors que c'est la fin du spectacle dans lequel, qu'on ouvre aussi à vue, et là c'est sans musique, dans lequel on découvre une perche du Nil, deuxième animal mécanique. Celle-ci va être aussi posée sur la place. Et on est le samedi, on profite du dimanche pour installer cette fois-ci des palissades de bois que l'on a dessinées, un portail de chantier dessiné aussi par nous, des palissades qui vont pouvoir bouger pendant le chantier, et on installe 4 belvédères, promontoires qui vont permettre aux Lyonnais de passer la tête au-dessus de la rambarde et de regarder le chantier se faire. Parce que le lundi, les vraies pelleteuses arrivent cette fois-ci et commencent réellement à creuser les bassins, puisqu'il s'agit de creuser 5 bassins sur cette place, qui est aussi la plus belle gare routière d'Europe. Je vous invite à aller à La Roche-sur-Yon pour voir. C'est très intéressant comment Alexandre
à gérer la question des 2000 bus qui passent par jour sur cette place et qui croisent les piétons. Et pendant toute l'année, en fait, alors que le chantier démarre, les familles, les écoles viennent voir les animaux découverts, on les a vus à la télé, dans les journaux. Là où ça creuse dans la ville, alors parfois c'est dans le quartier des Forges, parfois c'est en forêt les canalisations dans les cités, là où ça creuse, on découvre un nouvel animal. On va découvrir au fil de l'année 10 animaux de la place répartis dans toute la périphérie de La Roche-sur-Yon et dans les quartiers. Une bonne occasion pour le maire de montrer les travaux juste avant les élections qu'il est en train de faire dans sa ville. Et ces animaux restent 2-3 jours avec leurs trous, avec leurs caisses. Les journaux en parlent, les écoles viennent voir, les Yonnais, et ensuite ils sont rapatriés sur la place. Et pendant que le chantier se fait, et durant toute l'année, pendant 4 ou 5 fois, on ouvre le chantier au public. On fait du chantier un établissement résident du public. Et on invite notamment, par exemple, lorsque les bassins sont bétonnés mais ne sont pas encore mis en eau, on fait un concert de musique mécanique dans les bassins pour profiter de cette sonorité particulière. Et les Yonnais rentrent sur le chantier et profitent d'un concert qui va durer quelques heures. Et petit à petit, les animaux sont installés sur des socles parce que ces bassins seront à un moment remplis d'eau et végétalisés. Lorsqu'on végétalise, par exemple, le week-end, on réouvre et l'expédition végétale atterrit sur la place pour planter, avec les entreprises qui plantent les végétaux, en même temps qu'on remplit les bassins, les végétaux qui sont là. Ensuite, on va faire un pique-nique des petites mécaniques sur les pelouses, enfin les stabilisés fertiles, qui sont fraîchement inaugurés. Voilà. Et puis, on va ensuite baptiser tous les poissons, toutes les carpe-coilles qui vont aller dans les bassins. Elles auront chacun un nom et ce sera un rituel qui permettra de les baptiser. Autant de rendez-vous avec le public qui font de cette aventure un chantier-spectacle. C'est-à-dire une aventure que les Yonnais vont approcher, vont partager au fur et à mesure de ce chantier, et qui détourne un peu l'idée qu'un chantier est quelque chose de désagréable, de perturbant ou de nuisible, mais qu'un chantier de transformation de la ville peut être quelque chose de positif et une aventure partagée à vivre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'une ville est toujours en chantier, et les chantiers ne s'arrêtent jamais. On a toujours l'impression qu'on va faire un chantier le plus vite possible pour rendre la ville aux usagers, mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Dès qu'un chantier est terminé, un autre démarre. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que les chantiers soient des aventures incroyables, des prétextes au théâtre ou à l'acte plastique ? Et voilà. Donc c'est un peu ce qu'on avait voulu montrer à La Roche-sur-Yon. On a formé, parce que ces animaux sont quand même immergés dans l'eau en permanence, on a formé 3 vétérinaires, des employés municipaux, qui interviennent à la maintenance de ces machines. Donc ils arrivent en plongée, ils ont passé un diplôme hyperbar, et puis ils vont dans les bassins pour réparer, pour graisser les machines ou pour les maintenir, tout en discutant avec le public. Une façon aussi d'intégrer le fait de maintenir et de créer un acte vivant et théâtral. Voilà nos vétérinaires qui interviennent sur les machines. Un autre exemple est celui des machines de l'île de Nantes, peut-être le projet le plus emblématique pour l'instant de la compagnie La Machine. Les machines de l'île de Nantes, l'ouverture s'est faite en 2007 avec le Grand Éléphant. Ce projet a vocation d'accompagner le développement, la transformation de l'île de Nantes que vous voyez là, 5 km de long par 1,5 km de large, lieu industriel où se construisaient les bateaux, où on fabriquait les biscuits lus et bien d'autres, toute l'industrie navale et les aciéries aussi. Tout ça s'est déplacé et en partie sur Saint-Nazaire. Et cette île doit se trouver un avenir, et c'est le projet de ville de Nantes dans les années 2000-2001. Et on propose avec mon ami Pierre Auréfils, on est co-auteur de cette aventure, d'installer sur cette île des perturbations, des machines qui vont inciter les enfants et les adultes à passer les ponts de Loire pour aller pratiquer l'île de Nantes, qui faut le savoir, était un no man's land à l'époque. Hein. C'est vraiment une friche industrielle, portuaire, et qui est pratiquée par quelques aficionados qui aiment bien ce type de paysage, mais c'est tout. Le Grand Éléphant fait son apparition en 2007, devant 50 000 spectateurs. Il va sortir de notre atelier, on a une grande porte qui s'ouvre comme un rideau, et ça va être sa première apparition dans le public. Ce petit film montre la fin de l'assemblage et sa première sortie devant les Nantais. On a voulu
créé un événement qui faisait hommage un peu au lancer de bateau. Donc l'éléphant est sorti de notre atelier avec des sons de construction et sa respiration, accompagné par les 100 constructeurs qui ont construit la machine, un peu comme à l'époque on accompagnait les bateaux lorsqu'on les mettait à l'eau. Il faut savoir que quand on mettait un bateau à l'eau à Nantes, c'était plusieurs milliers de personnes qui venaient voir la mise à l'eau de la dernière construction des chantiers navals. Cela fait des mois que nous attendions cet instant. Nous en parlions, nous en rêvions, et là nous entendons ces premiers souffles, ces premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au Grand Éléphant de Nantes et vive Nantes! Ce qu'ils vont découvrir depuis le dos d'éléphant, c'est la ville en train de se transformer, quoi. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que d'année en année, la même promenade, quoi, va être la découverte de cette transformation de la ville. C'était en 2007, l'éléphant est hébergé dans les bâtiments où on construisait à l'époque des bateaux. Donc la construction continue avec la présence de la compagnie, et on fabrique un autre type de grandes structures qui n'ont pas la même fonction, mais on continue à produire et à produire de la machine sur ce lieu. En 2012 est arrivé le carrousel des mondes marins. Donc 2007-2012, on devait faire une tranche tous les 2 ans. Finalement, ça s'est un peu accordé au temps politique, on va dire. Et en 2012 est né le carrousel des mondes marins, qui est la 2e machine de l'île de Nantes. Et en 2022 naîtra l'Arbre Héron, dont je vais vous parler aussi, qui sera la 3e. Sachant que ce projet n'est pas... chaque tranche est conditionnelle, en fait. Si les citoyens en veulent, si les élus en veulent, on continue l'aventure. Et on a dû à chaque fois se battre pour arracher la phase suivante et pas s'arrêter à simplement la présence de ce grand éléphant. Certains se seraient bien contentés en fait de cette seule présence. Mais on pensait que ça ne suffisait pas. Le carrousel des mondes marins est un manège de 3 niveaux qui fait 24 mètres de haut et qui accueille un univers marin avec les grandes profondeurs, les abysses et ensuite des animaux flottants. C'est pour adultes et enfants. On peut embarquer dans ces créatures de famille et faire un voyage à 360 degrés avec notamment une vue sur l'île de Nantes. Et le grand éléphant, en fait, dans son parcours, transporte 50 personnes à bord et débarque le public sur le carrousel des monts marins. Et là, 50 autres embarquent pour continuer leur tour sur ce morceau de ville, en fait, qui est de l'espace public, accessible à tous et gratuit d'accès, jour et nuit. On paye simplement pour rentrer dans l'éléphant ou dans le carrousel. Éloignez-vous des tentacules. Alors
sur ces éléments de manège, on est acteur, on a des manettes, on pédale, on actionne les nageoires, les mandibules, les bras, les hélices. Donc on est à la fois acteur d'une scène vue par les autres et spectateur d'une aventure qui va durer 3 à 5 minutes. Le bateau tempête. Le bicyclette. Certains éléments plongent dans la salle des machines. Il y a 3 éléments qui font un voyage et qui nous emmènent à 4 à 6 mètres sous terre au milieu des compresseurs et de toute la machinerie qui permet au manège d'évoluer et de faire ses effets. Et là, sur ce projet des machines de l'île de Nantes, on travaille maintenant et c'est acté, on en est heureux, sur un grand projet qui s'appelle l'Arbre Héron. L'Arbre Héron, c'est une vue de Stéphane Mutaner, un graphiste marseillais, une interprétation, fera à peu près 50 mètres de diamètre, 35 mètres de haut, il sera complètement en acier, il pèsera 1500 à 2000 tonnes. On accédera aux branches, en fait, on a 1 km de branches circulables avec 400 mètres de linéaire vraiment praticable. On accède à l'intérieur du tronc par un escalier à double révolution qui distribue l'accès aux branches. Dans les branches, on a des jardins suspendus, de plantes des régions tempérées froides, un café-terrasse, et on passe d'escalier en passerelle, de passerelle en branche, jusqu'à des belvédères à différents niveaux, avec une vue sur l'île de Nantes, évidemment. Mais au-dessus de l'arbre, on a 2 hérons, et par des escaliers extérieurs, on accède aux hérons, et là, depuis les plateformes d'envol, on monte dans les nacelles et sur leur dos, et là, on fait un vol à 40 mètres de hauteur, à dos de héron, vivant en fait, avec cette fois-ci vraiment une vue sur tout Nantes et l'île de Nantes. Dans l'arbre, on aura aussi des passeurs de branches comme cette chenille arpenteuse qui permettra à 20 mètres de façon autonome de traverser, de passer d'une branche à l'autre, ou des ascensionneurs qui sont ces petits ascenseurs là dont on utilise un peu le public comme cobaye là sur ces prototypes. Mais en fait, ça fonctionne et c'est normalisé. On peut grimper comme un peu dans un arbre sur des câbles pour aller aux plateformes hautes. Symboliquement, cette maquette au 10e a été plantée dans la Galerie des Machines. La Galerie des Machines qui fait partie du dispositif de l'île de Nantes. Et on teste un héron à l'échelle 1,5 avec simplement 2 passagers et des manipulateurs qui fait un vol dans la Galerie des Machines. Donc ces hérons seront beaucoup plus grands puisqu'ils feront 15 mètres d'envergure. Je ne peux pas ne pas vous parler non plus de Longuemal Cheval Dragon. C'est pas lui, ça c'est un centaure dessiné pour les Jeux équestres de Caen. Mais un cheval dragon qui est un peu l'avant-dernière de nos machines fabriquées, construites pour la Chine. Et je vous invite à faire un tour dans notre atelier où on y voit la construction du cheval dragon. Et notamment, vous allez assister à la mise au point de nos machines qui se font sur l'espace public. C'est-à-dire comme on n'a pas d'espace extérieur, on ouvre notre grande porte, on sort nos machines et là, on les met au point. On les essaye, on les teste. Et là, on peut, par exemple, aller à Nantes, emmener son enfant à l'école et tomber nez à nez avec un cheval dragon, une araignée ou un éléphant sans avoir été prévenu. Une façon de mettre la ville en mouvement et de créer une sorte d'animation, de perturbation quotidienne par la présence de la compagnie. C'est du bois. Hein.
Voilà, là on répète sur l'espace public et puis les passants deviennent spectateurs de nos recherches, on va dire. Le propriétaire du Cheval Dragon, l'ambassadeur et le haut-commissaire du 50e anniversaire. Alors le Cheval Dragon, qui est une jument dragonne d'ailleurs, pèse 47 tonnes, est manipulé par 17 opérateurs. Et comme tout s'est décidé, comme toujours en Chine, très tard, très tardivement, il n'était pas question de faire transiter de France en Chine la dragonne par voie maritime. Et donc il a fallu trouver une solution et on a affrété le plus gros avion du monde pour emporter un Antonov 124, pour emporter le Cheval Dragon en quelques dizaines d'heures à Pékin, où le Cheval Dragon devait jouer un grand spectacle qui commémorait le 50e anniversaire de la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Alors c'était un événement important pour nous, mais aussi important pour la Chine. Et c'est la première fois qu'un grand spectacle de rue se jouait en Chine, et surtout aujourd'hui, même encore, sauf dans des lieux vraiment privés ou spécifiques, quand on regarde un concert en Chine, on est assis avec les militaires qui vous empêchent de vous lever et danser. Là, le Cheval Dragon se promenait pendant 4 jours dans la ville, enfin sur l'espace public, puisque c'est dans un parc sur le site olympique, en fait, près du nid d'oiseaux. Et ça a été un grand succès parce que il y a énormément de reportages qui sont passés sur les télés nationales. Le président Xi et le François Hollande à l'époque ont chacun pris position, écrit une lettre, et ce qui fait que le projet a été une grande réussite diplomatique pour la France et la diplomatie française, qui a fait pâlir les Anglais qui cherchaient aussi à s'implanter en Chine comme tous les pays européens. Un petit film qui montre cette aventure de spectacle. C'est un spectacle qui s'inspire du mythe de la déesse Nuwa, qui est une déesse, c'est un mythe très connu en Chine. La déesse qui a créé l'humanité, aussi qui a sauvé les hommes à une époque. Donc le Cheval Dragon est un émissaire, et l'émissaire de cette déesse, et vient sauver les hommes, notamment à cause de la question de la pollution en Chine. Mais l'araignée profite du trou dans le ciel pour s'engouffrer et essaye d'empêcher le Cheval Dragon de sauver les hommes, ce qui fait qu'on a l'un incarne, on va dire, le bien et l'autre le mal. Donc c'est le mouvement qui nous intéresse, on cherche par la manipulation. Ce ne sont pas des robots, ce sont des marionnettes, ces machines. Derrière chaque geste, il y a un homme qui agit sur un dispositif mécanique, hydraulique ou pneumatique, avec une intention. Alors je vais finir mon exposé en vous parlant d'un projet qui est en cours, en fait, qui vient de se lancer, qui n'a pas encore été signé, qui s'appelle le Dragon de Calais, en fait.
La ville de Calais, qui a accueilli un grand spectacle il y a 2 ans avec le Cheval Dragon et notre araignée, est un peu habituée à ces aventures de grands spectacles de rue, puisque j'étais présent avec une autre compagnie qui s'appelle Royal Deluxe pour l'inauguration en 92 du tunnel sous la Manche. Et depuis, ces géants ont fait leur apparition dans Calais de façon assez régulière. Et la maire de Calais, Natacha Bouchard, est tombée un peu amoureuse de ce cheval dragon. Et en discutant avec elle, je lui ai proposé de faire une étude d'un objet qui pourrait rester en fait à Calais et accompagner le développement de la ville, au moins la transformation de son image. Puisque Calais souffre actuellement d'une image véhiculée par les médias, liée notamment à la crise migratoire récente, qui détériore pas mal sa force d'attraction et qui font que les touristes, notamment ceux qui transitent de l'Angleterre en Europe, ne s'arrêtent pas à Calais et passent leur route. L'idée de ce projet, c'est de créer une attraction tellement forte que chaque visiteur qui arrivera en bateau ou qui ira prendre le tunnel sous la Manche aura envie de passer par le centre-ville et de s'y arrêter, de façon à faire revivre les commerces, hôteliers, etc., du centre-ville et de la périphérie. Alors j'ai proposé, à la suite de cette étude, de réaliser un dragon des mers. Ce dragon fait 25 mètres de long, il pourra embarquer 50 à 60 personnes, et il va débarquer à Calais dans un grand spectacle en octobre ou novembre 2019. Ce dragon, il va se promener en fait sur le front de mer. Calais a une plage magnifique. Calais a été quand même la porte de l'Angleterre et a eu une époque fastueuse avec un casino sur la plage, une avenue de la plage et notamment l'industrie de la dentelle qui en a fait une ville quand même économique majeure en Europe. Aujourd'hui, tout ça a disparu et Calais perd des habitants. Alors, ce dragon arrivera dans un spectacle et on va lui construire une nef, en fait, une grande maison. Cette maison, on va l'installer face à la mer, au bout de la jetée, à l'endroit où tous les ferries rentrent en venant d'Angleterre, à l'entrée du port, ici. Et là, quand on sera en bateau et qu'on sortira pour voir son arrivée sur Calais, on aura ce cheval dragon, ce dragon qui dort dans cette espèce de nef de verre éclairée par des lustres. Ça donnera nécessairement envie d'y faire un saut, d'aller voir ce qui se passe. Ça, c'est pour 2019. Le dragon arrive dans un grand spectacle. En 2022, le dragon est rejoint par des varans de voyage, qui sont des machines de plus petite taille qui peuvent embarquer 25 passagers. Ces varans vont croiser la marche du dragon et emprunter les voies circulables en voiture, en transportant un peu comme un petit train ou un bus des personnes. Ces varans de voyage seront manipulés par un opérateur qui en fera bouger la tête, qui pourra aller à la rencontre des passants, tirer la langue, cracher, baver, puisque un varan ça bave, et bouger aussi la queue. Ça, c'est la deuxième phase. Ces varans vont se promener dans toute la ville, de la mairie, et on va aussi révéler Calais comme il est. C'est-à-dire Calais, aujourd'hui, c'est des friches industrielles, c'est un no man's land, mais un désert un peu à la Far West qui a vraiment une qualité de lumière et des espaces très dégagés assez intéressants, et surtout une capacité à construire et à accueillir soit des entreprises, soit de l'habitat. Donc ces varans vont évoluer dans aussi les vieux forts. On a 2 forts Vauban qui sont inexploités. Et en 2022, une famille d'iguanes va s'installer, 2026, une famille d'iguanes va s'installer dans ce fort qui est le fort historique de l'entrée de Calais. Il n'y avait qu'une seule route, on devait traverser ce fort pour rentrer dans Calais. Et ces iguanes vont s'installer dans les vieilles pierres. Actuellement, on y fait la tonte avec des moutons, on y cultive un petit potager, mais ce n'est pas ouvert au public. Et c'est un lieu vraiment remarquable. Et ces iguanes vont s'installer comme dans les vieilles pierres. Ils pourront transporter chacun une petite famille, 5 personnes, on va dire. Il y aura un guide manipulateur, opérateur qui pourra faire la visite historique ou toute autre visite historique ou théâtrale. Et on se promènera autour de ce fort sur les remparts. Et tout autour, là, c'est déjà aménagé. Donc, avec très peu d'aménagement, on va réussir à créer, installer une matière vivante dans le fort Nieullet. Il faudra payer pour rentrer dans le fort, mais les varans passeront aussi par la digue royale, qui est une digue qui longe la mer, dans un espace complètement vert de Calais, qui est un peu le Calais écologique, on va dire. C'est une digue qui protège des intrusions de la mer la ville de Calais. Et ces varans emmèneront 25 passagers et reprendront 25 passagers au niveau du fort Nieullet. Et on terminera par un
un grand Tiguan, qui sera installé un peu plus loin, c'est celui qui est vert là en bas, place Crèvecoeur, niché à côté de l'église. C'est un iguane qui pourra transporter celui 15-20 personnes, un grand iguane. Il dort près de la cathédrale et se promène sur la place du marché. Et les week-ends, fait des incursions dans ce quartier, qui est le quartier des usines de fabrication de la dentelle, qui est en train de se transformer. Ces vieilles usines de dentelle sont magnifiques. On en fait des lofts, des magasins ou de l'habitat. Voilà. Alors, le projet global pour les 4 phases va coûter 20 millions d'euros. On estime à minima 1 million de visiteurs qui viendront voir par an les animaux. Ça fait 500 000 billets payants, 70 emplois créés et un coût d'exploitation qui va être déficitaire de 600 000 euros, mais par contre qui va ramener en recettes indirectes 27 millions d'euros par an. Donc une manne financière qui vont se partager les commerces, l'hôtellerie et les industriels. Juste peut-être pour parler de quelques chiffres concernant ce type d'équipement touristique et culturel. Là, on est sur l'exemple des machines de l'île de Nantes. On voit en 2017, avec depuis l'apparition de l'éléphant, un nombre de billets émis sans cesse croissant. En 2013, on arrive déjà à 520 000 billets émis au total, sachant qu'on était parti à 74 000. Aujourd'hui, on est à 650 000 billets émis. On se rend compte que les étrangers, en fait, viennent de plus en plus voir les machines de l'île, que je vais revenir sur celui-là, c'est intéressant, que ceux qui vivent en Loire-Atlantique ont baissé leur fréquentation et au fil des nouveautés reviennent ou ne reviennent pas. Et ensuite, évidemment, les autres départements se rapprochent de l'équipement. Donc on se rend compte que ce type d'équipement touristique et culturel rayonne de façon concentrique, un peu comme quand vous jetez une pierre dans l'eau. Elle fait des anneaux, ces anneaux vont chercher le public de plus en plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que crée un équipement touristique de cette nature. On a interrogé les visiteurs qui venaient faire un tour d'éléphant. En fait, ce sont des touristes, plus étrangers ou locaux, qui, lorsqu'ils viennent voir le grand éléphant, vont d'abord visiter le centre-ville, ensuite le château des Ducs, la cathédrale, ensuite le jardin des plantes. Donc on se rend compte que c'est la présence de perturbations comme ça en cœur de la ville va être profitable pour le centre-ville, pour ses commerces et pour le patrimoine lourd, en fait, ce qu'on appelle le patrimoine historique en fait, des villes. Le taux de visiteur va augmenter, et notamment le remplissage des hôtels. Il faut savoir que Nantes était une ville qui se vidait l'été avant les années 2004-2007, et depuis, Nantes se remplit l'été. C'est devenu une destination. Alors, ça a l'air pas grand-chose de dire ça, mais pour une ville et son développement, c'est fondamental. Une ville qui se vide l'été ou une ville qui se remplit, à l'échelle de l'économie locale, c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà. Et ensuite, on a l'augmentation des hébergements qu'augmente, puisque 36% de ceux qui viennent voir les machines de l'île restent à Nantes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce que dépense en fait en moyenne chaque touriste qui vient, 75 €, ça fait que chaque touriste dépensait à l'époque 13 millions d'euros à Nantes. Aujourd'hui, les dépenses sont de l'ordre de 20 ou 35 millions d'euros. Lorsque l'Arbre Héron sera construit, il y aura 1 million de visiteurs qui viendront voir ces machines à Nantes. Et ça fera chaque année 35 millions d'euros réinjectés dans l'économie locale dans un arrondissement d'à peu près 20 ou 25 km de diamètre. Voilà. Et c'est toujours intéressant de comparer un petit peu les investissements. Ici, vous avez le Louvre-Lens qui a coûté 150 millions d'euros pour 350 000 tickets et une aire urbaine de 540 000. Vous avez les machines de Lille, 23 millions, 650 000 visiteurs pour 700 000 habitants. Le Dragon de Calais, 20 millions pour environ 500 000 billets émis et une aire urbaine de 126 800. Voilà, le Centre Pompidou, 65 millions pour une aire urbaine de 120. Musée de Interlinden, 43 millions pour une aire de 126 000 personnes. Voilà. Ça donne une idée du niveau d'investissement de ces différents équipements.
Voilà, j'ai fini mon exposé et si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Bon, vous pouvez poser toutes les questions, aucune n'est indiscrète, hein, évidemment, où on peut avoir une discussion sur voilà, ce type d'objets, de machines, leur coût, temps de fabrication. Non. Oui. Là-bas. Ouais. Alors ça dépend parce que, enfin, évidemment, je suis pour... je défends ce genre de projet et je pense que c'est bon pour les villes. Quelle est la fonction de ce type de projet? Ce n'est pas nécessairement de faire en sorte que les villes deviennent des enfers touristiques comme certains villages touristiques où il n'y a même plus d'habitants. Les habitants sortent parce que, comme je pense à Carcassonne, la Cité ou ce genre de choses, qui deviennent des lieux qui sont beaucoup trop fréquentés. Là, il s'agit quand même de toute autre chose. Il s'agit de lieux qui ne sont pas fréquentés ou peu fréquentés. Il s'agit d'accompagner des projets qui vont peut-être mettre 10, 15 ou 20 ans avant de s'identifier ou avant qu'il y ait simplement des pratiques. Sur quoi la ville se construit? La ville se construit où elle évolue, où elle se densifie, où elle vit simplement dès le moment où les gens sont là. Prenez une ville et ne mettez personne dans la rue. Personne pour sortir dans la rue, échanger, croiser, partager. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. Les commerces vont fermer, les habitants ne vont pas pouvoir y vivre. On crée des villes parce qu'on a envie d'être ensemble. On a envie de partager des émotions. On a envie de partager, d'être dans la rue, de se croiser. On a besoin de ça, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire mal. Mais je ne pense pas qu'en créant ces perturbations plastiques qui rendent l'impossible peut-être possible pour certains, qui sont gratuites d'accès, ça n'aille pas dans le sens d'un développement harmonieux. Où, si vous venez sur l'île de Nantes, vous verrez que ce parvis où évolue le grand éléphant est un espace finalement libéré de toute voiture, piétonnier. Et les habitants, les locaux, viennent se promener avec leurs poussettes, leurs enfants qui font du roller. C'est un endroit pacifique, extrêmement pratiqué, avec cet éléphant qui passe de temps en temps. Ceux qui le voient tous les jours l'oublient presque ou le re-regardent une fois, ou emmènent leur famille pour les montrer. C'est des moments à partager, en fait. Je ne vois pas du tout enfin, en quoi ce que... C'est-à-dire qu'on travaille actuellement avec David sur un projet à Toulouse, qui est une piste aéronautique. Celle de s'envoler Mermoz à Saint-Exupéry. La piste fait 2 km de long par 45 mètres de large. David, il construit une ville, un quartier de Toulouse. Si vous mettez rien pour faire vivre cette place, ce lieu, les gens vont mettre longtemps à venir. Si vous y créez un peu du mouvement, de l'animation, les gens vont venir voir, ils seront ensemble, les commerces vont s'installer, les investisseurs vont dire on y construit des maisons puisqu'il y a du monde et puisque les commerces vont fonctionner. Et c'est comme ça que la ville fonctionne. Voilà, mais je pense qu'après, à chacun son rôle et à chacun son... Mais moi, je pense que, par exemple, à Calais, aujourd'hui, installer un dragon sur le front de mer qui est en train d'être requalifié, puisqu'il y a un grand projet urbain, et d'accompagner le projet urbain, c'est valoriser le travail de ceux qui transforment la ville, et c'est attirer du monde, et faire en sorte que, de nouveau, l'image de la ville change et elle soit pratiquée. Bon, voilà, je sais pas, je réponds comme ça, mais j'ai peut-être pas... Ah ben, ce qu'a dit François au début, c'est que c'est des spectacles libres, gratuits,
ouvert à tout le monde, qui accompagne des projets qui, certes, peuvent être des projets pour faire venir les classes moyennes dans des endroits, etc. Donc les programmations des projets urbains, ils sont ce qu'ils sont. Mais les spectacles, quand ils viennent, alors pour parler de ce genre de projet, ils permettent que l'ensemble de l'agglomération, et le quartier qui est en train de se faire, et l'ensemble de l'agglomération, ça permet d'intégrer davantage ce projet qui, sinon, resterait un projet en soi et un peu isolé. Et donc, ça a un double effet. La ville est un lieu d'échange, en fait. Et moi, je pars toujours du principe que c'est un lieu d'échange si on a avant tout des échanges émotionnels. Les échanges émotionnels créent les échanges commerciaux parce que l'envie d'être là, l'envie de pratiquer, l'envie d'être ensemble, donc souvent l'événement, la culture, crée la présence, et de cette présence découle l'économie. Pour moi, c'est le point de départ. Une question là et après. Avec plaisir. D'ailleurs, je suis des fois interrogé sur des lieux qui... La Roche-sur-Yon, c'est une ville moyenne, c'est 60 000 habitants. Donc on peut considérer presque, c'est vraiment une ville moyenne, une préfecture, mais là, on ne touche pas les grosses agglos. Mais ce qu'on fait est assez cher, en fait, quand même. La Roche-sur-Yon a investi 2,5 millions d'euros dans l'histoire, dans l'aventure, dans sa globalité. Ce serait comme si Nantes investissait 25 millions d'euros, par exemple, sur le projet. Calais, pour 120 000 habitants, va investir 20 millions d'euros, c'est énorme. Mais Calais, l'État, en fait, aussi aide Calais du fait du préjudice de la crise migratoire. C'est un peu moins lourd pour eux. Et je suis très intéressé aussi par le milieu rural et le monde rural, mais comme c'est moins dense, on a plus de mal à mettre de l'argent dans ce type de projet qui se justifie par la présence d'un public nombreux, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'à Nantes, la Cité du Congrès en profite énormément, puisque les congrès de maires viennent se faire à Nantes, parce qu'il y a aussi l'imagine de Lille. En fait, la ville, c'est tout un circuit, hein, et on n'est pas les seuls responsables du développement de Nantes. C'est une politique qui a démarré avec l'arrivée de Jean-Marc Ayrault dans les années 2000. Alors en spectacle, c'est simple, hein, on ferme les rues, on coupe la ville, et puis aujourd'hui, on met des camions béliers ou des plots béton. Mais là, à Calais, comme c'est intrinsèque, ce qu'on va faire à Calais, c'est une vraie folie, hein. Vous avez l'impression, en voyant ces images, que c'est arrivé tout seul, qu'on fait des projets à l'appel. C'est pas du tout ce qui se passe. On est vraiment des artisans. On est en train de découvrir tout ça, de le mettre au point. On est très heureux quand une ville nous passe commande d'un projet. Et c'est tout nouveau. On n'est pas du tout une machine à fabriquer ce type de projet. C'est complètement récent. Et très peu de projets existent dans le monde de ce type. La question de la circulation, là, par exemple, le Dragon va à un moment prendre la voie de bus. Donc les bus attendront. Le temps de passer, un peu comme on s'arrête aujourd'hui par exemple à Calais pour ouvrir il y a un bassin en fait qui chasse l'eau des terres, et quand la marée monte, qu'empêche la mer de rentrer, parce que Calais est plus bas que la mer. Quand les bateaux passent, on s'arrête et on attend. Là ce sera le Dragon par exemple, et on va faire en sorte que ces machines circulent dans les endroits où elles ne perturbent pas trop, à des horaires où c'est pas trop perturbant. On s'arrange pour ne pas se mettre à dos toute la population évidemment, tout en créant assez de folie pour qu'il y ait perturbation. Oui. Vous entendez la question ou... Théâtre. C'est une question beaucoup plus technique. Vous parlez de la mise en scène du chantier comme du coup un passage non plus d'une nuisance, mais d'un élément qui devient complètement attractif et qui rentre dans le processus de construction, de création et de spectacle. Mais du coup, à l'inverse, comment vous avez géré, je pense notamment à La Roche-sur-Yon, comment vous avez géré l'arrivée des petites machines dans la ville de façon discrète pour comment intégrer un peu la confidentialité dans le projet? Alors là, pour la confidentialité, c'est simple, on installe de nuit. Hein. Pour le spectacle, c'est un spectacle complexe, hein, le spectacle que vous aviez avec la caisse qui sort. On a répété, on nous a prêté un terrain, et pendant 3 semaines, on a répété avec les conducteurs de pelleteuses, on a fait plein des trous, on a mis les caisses dedans, on a fermé, on se rend compte que le poids de la terre écroulait nos caisses, donc on a fait un renfort, on a appris à gérer le problème, et ensuite,
incognito, on a creusé le trou sur la place. Ça, quand on fait un trou dans la ville, personne ne le remarque. Ça passe complètement inaperçu. Et on a installé les machines la nuit. Oui, vous voyez des travaux, vous n'y prêtez pas attention en fait. Et dans la nuit, par contre, on a installé les caisses et on a refermé le trou. Et ensuite, pour les autres animaux, on préparait la caisse, l'animal, on faisait venir une grue, une pelleteuse. Et on arrivait à minuit, 1h du matin, pendant que les gens dormaient. On creusait, on faisait le trou, on mettait la caisse à côté, on faisait notre mise en scène. Et le matin, on prévenait les journaux. Et les animaux restaient 2-3 jours là. Voilà. Oui, et après Court, parce qu'il y a beaucoup de questions. les langues se délient. Non. Non, c'est impossible. On est déjà une association loi 1901, donc notre travail est à but non lucratif, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de partager les bénéfices. Les bénéfices sont réinvestis dans le projet. Faire une économie plus simple, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas comme en industrie où les industriels prennent 30-40% pour pouvoir développer les produits, etc. Là, tout part dans l'artistique. Donc on est vraiment au minimum. Et si on baisse la qualité de ce qu'on fait, on baisse l'impact. Et donc ça n'a aucun sens. Et après, la question de la ruralité, c'est encore un autre problème, quoi, parce que ce type de machines ont besoin d'être beaucoup vues, peuvent transporter beaucoup de monde, sont visibles par plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne se bousculent pas, puisque c'est vraiment des machines de ville, en fait. Après, il existe des choses... quand on utilise le paysage, voilà. Je sais pas, en milieu rural, pour moi, le spectacle, c'est le paysage, quoi. Et j'y vais pour ça. On peut y faire des choses, mais observer la nature, une montagne, un arbre extraordinaire, ça se passe à ce niveau-là dans la nature. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Donc on est plus dans une économie citadine et urbaine. Ah, mais il me semble qu'il y a plus ou moins 3 types de spectacles dans ce que tu montres. Il y a des spectacles mondialisés, événementiels, à l'étranger, diplomatico-politiques, etc. Il y a des spectacles, je dirais, métropolitains, avec l'exemple de Nantes, où il faut se renouveler, où Nantes est déjà une ville de destination avec un maire qui a... Ouais. Les tableaux sont très intéressants, ils sont passés un peu vite, mais évidemment, ils sont très intéressants. Le tableau de retour sur investissement, etc. Donc ça, on comprend bien, ça coûte cher, mais les métropoles, et donc ton problème, c'est plutôt de renouveler, que les gens continuent à venir, et la génération d'après, ou même des gens qui sont déjà venus reviennent. Et puis, il y a le truc très intéressant, c'est effectivement Calais, La Roche-sur-Yon, etc. Ouais. Donc tu commences, tu dis, les maires sont vachement inquiets, maintenant ça a pris beaucoup d'ampleur, sont vachement inquiets de centre-ville qui se casse la gueule. Alors moi, je n'ai pas complètement compris, quand tu fais... Il y a des spectacles événementiels pour lancer le truc, après il faut entretenir dans la durée, ce qui est compliqué, mais est-ce que le critère... par exemple, Metz, là, tu as le tableau de Metz. Moi, j'ai discuté assez longuement avec l'adjoint à Metz sur les retours de Metz-Pompidou. Il était assez déçu. Il met beaucoup de pognon et les gens font Paris-Metz dans la journée. Donc, toutes les estimations qui avaient été faites du genre les gens vont passer la nuit, les hôtels, les restaurants vont en profiter, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, quand je prends les villes, les 2 petites villes, est-ce que finalement le critère de réussite, c'est que les gens viennent voir les spectacles, il y a une autre image de la place, etc. Et 2, que des commerces et des activités viennent se réimplanter autour de la place pour qu'effectivement se régénère le centre-ville et viennent même habiter. Je connais bien La Roche-sur-Yon parce que je fais partie des innombrables architectes qui ont fait un concours pour la place de La Roche-sur-Yon. Et donc, est-ce que c'est pas ça le critère ? Et donc c'est entre le truc de destination, le truc qui fait que les gens de la périphérie vont revenir au centre-ville, voire même investir au centre-ville, qui est l'objectif. C'est l'objectif du maire quand même. Tout à fait. Et donc c'est le tien. Et est-ce que faire un spectacle pour lancer, c'est comment tu... Le spectacle, c'est vraiment... Il pose un imaginaire en fait, et il raconte une histoire. C'est un récit c'est une petite incursion en fait de l'imaginaire dans notre réalité, quoi. Et c'est une façon aussi de donner un socle à la présence de ces machines, de raconter une histoire, en fait. Parce on a beau être adulte, on adore qu'on nous raconte des histoires, quoi. Ensuite... tu les racontes bien.
Ensuite, la question, par exemple, de ces machines de ville. Qu'est-ce qui fait? On nous disait, oui, vous allez nous faire un éléphant, mais au bout de 3 ans, on aura compris votre éléphant, quoi. C'est bon, on l'aura vu. Alors, effectivement, je me suis interrogé, je me suis posé la question, est-ce qu'on va se lasser de cet éléphant? En fait, ce qui se passe, c'est l'inverse. L'éléphant est là. C'est un peu comme si on se lassait de la Tour Eiffel ou d'une cathédrale. En fait, ce sont des architectures pérennes dans la ville qui ont une fonction citoyenne, le transport de personnes, et le fait qu'elles se mettent au service des citoyens, un peu comme un autobus, justifie leur présence durable dans la ville et font qu'elles y ont leur place et qu'on ne se pose plus la question et que ça fait partie de la ville. Si j'aurais voulu faire un spectacle quotidien avec des danseurs devant, de la musique, tous les jours, on aurait fini par fatiguer tout le monde. Là, l'éléphant devient citoyen, citoyen de la ville à part entière, et a une fonction citoyenne, donc il est là, il est accepté, il fait partie de l'histoire, il a une vocation. Et c'est comme ça qu'on arrive à implanter ces machines et faire en sorte qu'elles continuent à créer leur théâtre. Mais c'est un théâtre qui n'a rien à voir avec le théâtre événement. C'est un théâtre qui se joue de la lumière du jour, de l'hiver, de la brume, de la pluie, du soleil couchant, de l'interaction entre la machine au quotidien et son environnement, mobilier urbain, spectateur, personne qui va essayer de le caresser, etc. Voilà. C'est ça le théâtre que font ces machines. Mais c'est fascinant et passionnant parce que leur taille change le regard qu'on a, nous émeut parce que c'est gigantesque déjà, et on retrouve en fait une sorte de regard d'enfant un peu sans préjugés, un peu comme quand vous voyez vos parents quand vous avez 5 ans, vous vivez dans un monde de géants, on va dire. Mais c'est la période de votre vie où vous êtes le plus ouvert en fait à tout. Et inconsciemment, quand vous tombez devant le grand éléphant ou une machine comme ça, ça fait un switch et vous retrouvez ce regard pendant un moment. C'est comme ça que j'analyse, après 10 ans, 15 ans de regard de public, le phénomène. Alors ça, ce sont des études très sérieuses que mène le Voyage à Nantes, en fait, qui est un organisme touristique et culturel au service qui vend l'image de Nantes à l'international et qui regroupe les machines de Lille, le château, Estuaire, qui sont toutes ces sculptures qui vont de Nantes à Saint-Nazaire, et d'autres équipements culturels. Ils ont des outils et ils vont poser des questions aux gens qui viennent prendre un ticket aux machines de Lille. Et à partir de là, ils leur demandent combien ils ont dépensé, où ils ont dormi. Et ce questionnaire, sur une population assez large, permet d'avoir ces chiffres. Ça nous permet, nous, de faire des hypothèses sur les exploitations quand on fait un projet qui accompagne un autre projet. On se sert de ces études pour essayer d'anticiper sur ce que ça va rapporter, ce que ça va coûter. Voilà, pour les adapter à d'autres villes. C'est pour sur Calais, on a fait toute une étude de fréquentation avec, en imaginant combien ça coûte, combien ça rapporte, en direct, etc. Quoi. Juste la conception, tu as l'idée d'un récit, tu as l'idée de récits qui doivent déjà... Et comment tu imagines l'itinéraire qui correspondrait au récit à ta sensibilité par rapport à la ville quand tu vas la découvrir? C'est la première question. Et la seconde, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des types d'espaces qui finalement sont privilégiables ou pas? Et la seconde, c'est évidemment comme c'est des machines et on s'intéresse au mécanisme, donc on rentre évidemment dans ce jeu formidable. C'est les répétitions. Est-ce que vous répétez beaucoup pour un spectacle? Et pourquoi vous n'ouvrez pas les répétitions? Alors évidemment, ça démythifie le truc, mais on a vraiment envie de voir comment vous arrivez à 4 heures à faire un truc aussi précis, où
chaque geste se développe. Alors vous répétez sur l'esplanade, vous répétez sur place, ça se passe comment? Non, alors, sur la première question, en fait, on vend des études ou des pré-études et on part à 3 ou 4. Enfin, moi, j'y vais d'abord tout seul ou avec une personne. Là, c'est ce que je vais faire en Chine. Ce soir, je pars en Chine pour aller visiter un lieu à Xiamen. Et là, on est 2. Et ensuite, on revient à 4 ou 5 avec de la technique et un petit peu plus lourd. Et quand on va sur place, on loue des vélos et on se promène. En fait, on arpente la ville parce qu'on va se fier beaucoup à nos intuitions, la façon dont on ressent l'espace. Mais parallèlement, on rencontre les urbanistes. À Calais, notamment, il y a un travail qui est mené depuis 10 ans sur l'analyse du territoire par rapport au port, par rapport aux espaces verts. Un très bon travail d'urbanisme qui nous a bien nourris et assez pertinent. Il y a une bonne équipe d'urbanistes à la ville. Et on s'appuie sur donc, la grande histoire, alors la naissance de la ville, moyenâgeuse, préhistorique. On regarde la faune, la flore, on regarde la musique qu'écoutent les gens, les pratiques, le commerce, et tout ça. À partir de là, on crée l'objet et l'histoire, quoi, voilà. Donc à Calais, j'avais pas de faune sur laquelle je pouvais me raccrocher. Donc j'ai imaginé un animal qui soit un animal à la fois de terre, d'eau et d'air. Et c'est pour ça que le dragon est arrivé. Il y a l'histoire de Calais, et aussi à ses composantes géographiques et historiques. Pour la question des répétitions, pour mettre au point une machine, il faut à peu près 5 semaines de manipulation, un peu comme un pianiste va apprendre à connaître son instrument, on va dire. Ça se fait par différentes phases. Il y a la mise au point de la machine, ensuite il y a des tests, ensuite il y a les recherches d'émotions par rapport au mouvement. Et ensuite on va sur site, on se met dans un endroit qui est soit caché, soit à vue, parce qu'à Pékin, par exemple, on a répété à vue. Donc on était sur l'espace public, les gens faisaient des photos et envoyaient parfois, c'est secret, c'est gardé secret. Parfois, on se met sur l'espace public, mais on ne le dit pas et on demande aux journalistes de ne pas en parler. Parce que déjà, si les journalistes n'en parlent pas, il n'y a plus que 500 ou 2000 badauds à l'échelle de la foule qui va venir, c'est peu. Et on répète chaque scène, on repère chaque virage, chaque feu rouge, chaque largeur de route, chaque rond-point, et on simule tous ces passages qui vont être un peu délicats. Des fois, ça va passer à 5-6 cm pour que les roues puissent passer entre 2 poteaux, et on simule chaque passage et on répète chaque scène, en fait. Parce que les machines sont éveillées pendant 1h30, enfin 1 à 2 heures, 3 ou 4 fois par jour. C'est le temps que peuvent tenir les manipulateurs, et après elles s'endorment pendant les spectacles. Donc on répète vraiment très précisément chaque scène, avec la musique, les effets et les déplacements de tous les engins qui sont autour, parce qu'il y a des grues, il y a des nacelles qui portent les musiciens, il y a plein d'engins qui accompagnent ces objets, quoi. C'est des vrais cortèges dans la ville. Encore une question peut-être, parce qu'il se fait tard. Ouais. J'en ai toute simple, je veux savoir par rapport au choix des animaux, ils sont tous assez extraordinaires. Et je veux savoir pourquoi, si vous pensez parfois sur des animaux un peu peut-être au climat dans lequel le dragon, ça va bien avec le chien. Ouais, le cheval dragon, c'est pas moi qui ai émis l'idée, c'est l'acheteur, en fait, le propriétaire. Moi, je voulais y aller avec le Minotaur. Je ne pensais pas qu'on réussirait à faire pour la Chine une nouvelle machine. Mais il était prêt à financer, mais pas un Minotaur qui est plus la culture grecque. Mais c'était l'année du cheval et il a proposé de faire un cheval dragon. À ce moment-là, moi, j'ai fait un petit croquis et je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire d'extraordinaire. Et j'ai dit banco. D'autres fois, l'éléphant, il fallait qu'on transporte des personnes dans le ventre et sur le dos. Ça aurait pu être un hippopotame, une baleine, mais il fallait nécessairement un animal qui a un petit peu d'ampleur. Ça collait bien avec l'histoire de Nantes, qui était tournée vers le commerce triangulaire, etc. Mais souvent, l'intuition, en fait, elle est plus de l'ordre de l'intuition du gamin, quoi, liée à vraiment une intuition, mais la plus basique, mais qui, pour moi, sont les plus importantes. Si je suis en train de marcher dans cette rue et que me vient cette idée, c'est que quelque part, l'espace, mon histoire présente, passée, me pousse à aller vers cette idée, et j'y fais très attention. Et c'est souvent la meilleure, et c'est celle qui reste après, quoi. Voilà. Oui, mais si le client chinois a proposé ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les chimères, c'est une grande figure de la Chine. Il y a un texte magnifique de Victor Hugo, je ne sais pas si tu connais, sur le sac du palais d'été, où il se révolte. Je vais te le sortir, il est absolument formidable. Il se révolte. Vous savez que
les Européens, une bande de gars, ont mis à sac une chose extraordinaire à Pékin, qui était le palais d'été, et dont la composante principale était une figure aussi importante que la Vénus de Milo ou Apollon pour la statuaire grecque, qui est la chimère. Et c'est un truc extrêmement important en Chine. Oui, le symbole, en fait, en Chine a un poids énorme. Enfin, non, il ne faut pas se tromper. Et le cheval dragon, c'était l'année du cheval dragon. Et le président avait dit aux Chinois, ayez l'esprit du cheval dragon en cette année. Et dans toutes les écoles, les maternelles, c'est ce qu'enseignent les enseignants. Parce que quand le président dit quelque chose, tous les Chinois se mettent d'accord et on y va, quoi. Alors, si je ratais le cheval dragon, ça aurait été une catastrophe. Il a été réussi. Il a beaucoup plu aux Chinois. Donc, Bon. Écoute, 1000 fois merci François, c'était extraordinaire. Moi je trouve qu'on ne fait pas assez de films dans cette école. Vous voyez la puissance des films. Alors évidemment, il y a un sujet, mais la puissance des films par rapport aux projections au PowerPoint et machin est quand même beaucoup plus intéressante. Donc les deux prochaines, ça va être très divers par rapport à les deux qui sont là. Il y a une formidable architecte française qui travaille à l'ETH Zurich, qui va montrer ce qu'elle fait comme enseignement à l'ETH Zurich sur le terrain au Caire. Là, j'ai passé 4 jours avec elle au Caire, où il y a 70% des gens qui habitent sur des urbanisations informelles, des bâtiments de 7 étages dans des rues de 4 étages de large. Et elle essaie de travailler là-dessus. Et c'est un de mes chevals dragons à moi. Ici, c'est d'essayer qu'on s'intéresse à ces grandes mégapoles et qu'on ne reste pas dans un petit milieu européen. Donc, c'est extrêmement passionnant. Elle est jeune et péchue. Et elle va expliquer ce qu'ils font à l'ETH Zurich, qui est une école qui a beaucoup de moyens. Et après, tout à fait différent, il y a un grand commis de l'État qui s'appelle Louis Gallois, qui a été président de la CF, d'Airbus, du comité d'investissement, etc., et qui va venir et il est en même temps, il préside les associations de mal logés où il essaie de faire un lobbyiste de haut vol vis-à-vis des gouvernements donc on reparlera de la question du logement, mais je pense que vu l'envergure du monsieur, on parlera aussi d'autres choses. Donc je vous invite absolument à continuer à venir aussi nombreux, et donc à mardi prochain. Il y a quelqu'un qui veut parler? C'est par rapport à ceux qui sont inscrits aux leçons du mardi. Pour l'article de journal, on n'a pas beaucoup de détails. Combien de pages vous voulez? Qu'est-ce qui est exactement Cette partie de journal, c'est une revue de presse. Oui, la revue de presse, pardon. Une revue de presse critique sur les sujets, tous médias confondus. Donc c'est de 6 à 8 pages. D'accord. Mais pas la copie de l'article.